Yaorana Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir de notre Fénois qui est au cœur de nos discussions et justement, on en parle avec l'engagement des entreprises en faveur de l'environnement. Aujourd'hui, on reçoit d'un côté Arinoui Prou, vice-président du club des entreprises polynésiennes éco-responsables, donc le club EPR, Yorana Arinoui. Yarana. Nous avons aussi sur notre plateau Loana Kyoki, qui est donc gérante de Blue Star, Yarana. Irana. Timeri Izal, responsable expérience et événements de Nani Travels, Yarana. Irana. Et enfin, Guillaume Reynaud, qui est gérant à Pacific, Yarana. Et Yorana, tout le monde. On va commencer déjà à savoir ce que c'est le club EPR, et pour ça, je me tourne vers toi, Arinoui. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr. Alors, comme tu disais, le club EPR, c'est le club des entreprises polynésiennes éco-responsables. Donc, c'est une association de loi 1901 classique qui existe depuis l'année 2015. On va sur nos 10 ans cette année. L'objectif du club, c'est justement de rassembler les entreprises qui sont engagées déjà dans une démarche éco-responsable. Aujourd'hui, le club EPR, on représente... On a dans nos membres une vingtaine d'entreprises, des plus grandes entreprises du Fénois comme la Banque Socredo, la TEP, CGLEC, jusqu'à des entreprises de taille plus modeste. On a, pour en citer une, la petite pension de la plage à De Punaouia qui est aussi adhérente. Ah, ça tombe bien que tu nous parles de plage, ça me permet de faire une transition parfaite avec le beach cleaning, parlons-en avec Timeri. Donc vous en faites avec Nani Travels, comment ça a commencé? Alors, peut-être que je vais présenter Nani Travels d'abord. C'est une agence de voyage qui est spécialisée dans le développement durable. Donc, on va amener nos visiteurs à découvrir une Polynésie un peu plus respectueuse de l'environnement et des communautés locales. Le beach cleaning a commencé... en 2018, parce qu'on voulait amener les visiteurs à avoir un impact positif et logistiquement, c'est plus simple à organiser un beach cleaning. Donc, sur une année, on a fait plusieurs ramassages tous les mois à peu près, sauf que ça a été mal accueilli un peu par la population. Pourquoi est-ce que ce sont des visiteurs qui vont ramasser les déchets sur les plages? Donc, il y a eu un moment d'hésitation où on voulait arrêter et... en fait, on s'est juste demandé qu'est-ce que la population a besoin. Peut-être qu'elle a besoin de solutions plutôt que de discussions qui pénalisent, on va dire, la consommation. Donc, on voulait plutôt fixer, orienter vers des solutions alternatives plutôt que de rester sur des points négatifs. Je vais me tourner, on en reparlera, ne t'inquiète pas, mais je vais me tourner du coup vers Guillaume. Donc sur votre site à Pacific, il est dit que plus de 75% des composants des cartouches usagées sont réutilisés. Bon, je suppose que c'est une moyenne, mais c'est important pour vous de faire ce genre d'action pour l'écologie, pour l'environnement? C'est un être, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire soit on a une démarche entière qui est tournée vers la préservation de l'endroit où on vit, au sens global, ça s'appelle la planète. Soit on a une démarche qui est plutôt affairiste et on n'est que sur du matériel. Moi, j'ai choisi depuis longtemps dans ma vie d'être dans une démarche entière et authentique. Et donc, du coup, Pacific est né du constat qu'on avait en Polynésie aucune solution pour traiter ce déchet plastique à usage unique qui s'appelle une cartouche de tonnerre, une cartouche d'encre. Et ça a amené la création en 2018 de donner une solution, d'amener une solution alternative pour pouvoir collecter toutes ces cartouches, les réexporter en Europe pour qu'elles soient soit reconditionnées, c'est-à-dire elles sont remises à neuf, soit elles sont recyclées entièrement, c'est-à-dire qu'on produit des matières premières secondaires. Et donc ça, après, c'est réinjecté dans l'industrie européenne. En fait, le déchet sert à construire autre chose, à fabriquer autre chose. On le réemploie. On n'est pas là pour remplacer le neuf, on est là pour faire durer les cycles de vie et à la fin donner naissance à autre chose, faire perdurer. Éviter de créer un déchet inutilement alors qu'il pourrait être réutilisé? Exactement. Donc on a commencé avec les consommables, puis après on a fait ça aussi avec les machines, tout ce qui est imprimante, photocopieur, scanner et autres. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle génération, c'est de se dire le document dans l'entreprise, comment on va le gérer de manière éco-responsable. Tout d'abord, il faut arrêter d'imprimer, donc on va plutôt dématérialiser, donc on va proposer de la gestion électronique documentaire. Après, il y a l'utilisation, donc avec des écrans pour éviter d'imprimer les papiers dans les réunions. Et quand on doit vraiment imprimer, on va essayer de le faire le plus écologiquement possible. Donc avec des machines issues du reconditionnement et avec des consommables issus du reconditionnement, tout ça revenant à un moment donné à fabriquer autre chose. Et là, on est dans une économie circulaire
Et si on associe à ça du régénératif, on va en parler tout à l'heure, c'est-à-dire des actions qui vont avec, eh bien, on peut même avoir quelque chose de bénéfique et on passe d'une décarbonation des entreprises carrément à une régénération. Et c'est ça qu'on essaie de viser aujourd'hui. Et on est plusieurs à le faire. Et on aura l'occasion d'en rediscuter comme tu l'as dit. Juste avant, on va terminer notre tour de table avec Loana, qui lors d'une interview, tu avais déclaré chaque jour des tonnes de savates, puisque c'est un petit peu Blue Star, tu nous l'expliqueras, des tonnes de savates s'échouent sur les plages du monde entier, provoquant un impact environnemental négatif pour l'écosystème marin. Et du coup, en 2011, ça a sonné le début de la prise de conscience, c'est ça ? Oui, principalement lors de discussions aussi entre amis et notamment quelqu'un qui est allé visiter au Kenya une association qui justement récupère les milliers de savates et de chaussures aussi qui s'échouent en plastique dans ces lieux et qui en a fait en fait une association qui s'appelle One Ocean Soul et qui transforme ces éléments en faisant des œuvres d'art. Donc du coup, comme disait mon ami Guillaume, de faire le déchet qu'il devienne une ressource en fait. Donc c'est effectivement la démarche qu'on a voulu mettre en place au sein de notre entreprise qui fait venir maintenant, à une époque produisait des savates et qui fait venir maintenant ses propres produits. Et donc tout cet impact que l'on a sur l'environnement, on a essayé de voir par quels moyens, dans quel sens on pouvait en fait compenser en fait cette pollution. Alors, il ne faut pas oublier, et je pense que c'est important tous autour de cette table, de reconnaître et d'accepter que nous sommes en tant qu'humains des pollueurs, oui. Je vois qu'autour de cette table, de toute façon, les entreprises qui sont présentes ont eu une réflexion et des initiatives dans ce sens. Mais Arinoui, pour des entreprises qui n'auraient pas encore fait le premier pas vers ces actions éco-responsables, comment est-ce que le club EPER peuvent les accompagner, ces entreprises ? Alors le club EPER a pas forcément pour mission d'accompagner les entreprises dans leur démarche. C'est vraiment... l'idée du club, c'est plutôt de rassembler, de fédérer les acteurs qui ont entrepris ce parcours-là, plutôt pour partager un petit peu les retours d'expérience entre membres, partager aussi des contacts. Le club EPER, ça peut aussi être une vitrine pour tous les porteurs de projets, les bureaux d'études qui justement peuvent offrir des services aux entreprises qui veulent avoir une démarche environnementale. Donc voilà un petit peu ce que va proposer le club EPER. Dans toujours les exemples qui sont présents autour de cette table, Timéré, vous avez d'autres initiatives qui vont dans le sens de l'environnement que vous avez pu mettre en place ? Oui, en fait, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est pour ça que l'agence a créé un pôle immersion. Donc, on va créer des activités qui vont avoir l'impact de sensibiliser l'environnement, sensibiliser à la culture, parce que la culture, c'est quoi par définition ? En fait, c'est la relation de l'homme avec son environnement. Donc, c'était important pour nous de sensibiliser tous les visiteurs, non seulement à l'environnement qui est magnifique chez nous, mais ce qui fait la différence entre les Maldives ou la Polynésie, c'est vraiment la richesse culturelle. Donc, on va vraiment travailler avec des artisans, des agriculteurs pour mettre en avant le travail, favoriser aussi le circuit court. Donc, tout ça, ce sont des collaborations qu'on va travailler petit à petit avec ces artisans, enfin, ces collaborateurs qui veulent protéger le savoir-faire et aussi l'environnement. Alors, je vais m'adresser, donc pas à la responsable expérience et événements, mais je vais m'adresser à Timéré, la femme derrière ce poste. Est-ce que toi, ça te touchait déjà avant et que c'est pour ça que tu poursuis un petit peu les efforts qui vont dans ce sens ? Moi, je pense que c'est une philosophie de vie. Il ne faut pas le vivre seulement au travail, il faut le vivre aussi à côté. C'est quelque chose qu'on met en place tous les jours. Enfin, moi, oui, c'est personnellement... J'aime la culture, j'aime mon fénois et c'est pour ça que j'œuvre aujourd'hui aux côtés de Nani Travels parce que c'est une entreprise qui ouvre des opportunités et qui fait très attention aux communautés locales. Est-ce que ça a des avantages, Guillaume, pour les entreprises de s'engager dans la cause environnementale ? Parce qu'en vrai, ce sont des efforts, mais qui, je suppose, et on y reviendra, ont des coûts. Mais quels sont les avantages finalement pour une entreprise ? Alors, pour une entreprise cliente, d'une entreprise qui propose des services environnementaux ou dans l'économie circulaire, en tous les cas, qui a un impact positif sur la nature, l'avantage, c'est de participer à la préservation.
du monde. C'est la préservation de l'humain, on en parlait tout à l'heure, hein, parce que finalement, quand on préserve la planète, on préserve l'humain, c'est se préserver nous-mêmes. C'est essayer de léguer à nos enfants, petits-enfants, etc., un monde qui soit vivable. Donc, soit on a une prise de conscience maintenant et on va regarder sur des avantages long terme, soit on n'a pas vraiment de prise de conscience, on est sur du court terme. Une fois de plus, je reviens sur du court terme, et là, c'est pas le même impact. Comme tu disais tout à l'heure, aller nettoyer une plage, c'est bien, mais œuvrer pour éviter qu'il y ait des déchets qui arrivent sur une plage, c'est mieux. Donc c'est un petit peu le sens de toutes ces entreprises qui ont pris conscience qu'il fallait offrir des alternatives. Mais après, ça ne se fera pas si le consommateur, qu'il soit une entreprise ou un particulier, à un moment donné, il n'est pas lui-même orienté dans cette démarche, qu'il n'est pas prêt à payer un peu plus cher ou à avoir un peu plus d'efforts à faire ou à se priver de telle ou telle chose. Tout ça parce qu'il faut regarder le monde dans 20, 30 ans. Loana, toujours dans cette... Oui, je dirais pas en fait que c'est un avantage. C'est pour ça que je trouve qu'il faut arrêter... c'est plus une approche de bien-être. Parce que si la planète va bien, si on fait ce qu'il faut pour qu'elle aille bien, nous aussi on va être bien. Donc je dirais que c'est... Pour rebondir sur quel est en fait le bien qu'on apporte à la nature pour qu'ensuite ce bien-être soit aussi dans l'entreprise. Donc je dirais que le plus, c'est de se sentir bien dans la vitre le matin quand on se lève aussi et qu'on va à son travail et qu'on sait qu'on va pour une entreprise qui est engagée et qui a envie de pouvoir permettre aux générations futures d'avoir un meilleur avenir. Donc, je dirais que c'est plus quel est le bien-être qu'on apporte en fait à nos employés, à notre... Oui, parce que ça passe dans toute l'organisation, ça passe aussi par les employés. Il faut aussi que les employés soient embarqués et adhèrent à cette philosophie, sinon on ne peut pas avancer tout seul, c'est pas possible. Donc, je dirais que c'est une autre façon de réfléchir et de fonctionner, et ça nécessite d'embarquer non seulement les employés, mais nos consommateurs aussi, nos pouvoirs publics aussi. Parce que tout ne va pas aller si tout le monde ne fait pas la même bascule, en fait. Voilà. Et comment est-ce qu'on en fait pour évaluer l'impact que l'on a sur l'environnement? Alors, je dis un exemple, je me rendrais bien compte de l'impact que je peux avoir si, par exemple, sur ce plateau, on le laissait allumer H24. Mais comment est-ce que vous, en tant qu'entreprise, vous réussissez à vous dire, l'impact que j'ai eu dans le passé était important, et comment est-ce que, justement, on fait pour tendre vers le meilleur, Loana? Déjà, on essaye de faire des choses simples. On éteint les bonbonnes d'eau fraîche et froide chaudes que l'on a dans nos sociétés pour remplir les gourdes. Et la nuit, il faut les couper parce que ça consomme pas mal d'énergie. On fait l'installation de panneaux solaires si on a les moyens de le faire. Et puis après, personnellement, on essaye de voyager moins. Moi, c'est mon cas. J'essaye de réduire, le plus possible mes déplacements, ou alors si je dois me déplacer, j'essaye de rester dans le pays où je vais le plus longtemps possible pour réduire justement cet impact-là. J'essaye d'éviter des voyages courts. Après, au sein de notre entreprise, on essaye de mettre en place la culture du tri, notamment de tout ce qui est déchets verts, de les mettre de côté de façon à ce que ça soit récupéré par un de nous pour pouvoir ensuite le mettre dans son compost personnel à la maison. C'est des pratiques que l'on met en place pour que ça devienne des automatismes en fait. La gourde aujourd'hui, c'est devenu complètement quelque chose que tout le monde utilise. À une époque, on se disait que ça allait pas prendre et finalement ça le fait. Donc, je pense que c'est par l'éducation aussi bien des adultes que des enfants qu'on peut y arriver. Timéré, je te voyais réagir. Il y a d'autres petites astuces peut-être que l'on peut mettre en place dans n'importe quelle entreprise. En fait, nous, on agit à plusieurs niveaux au sein de l'entreprise, comme Loana le dit. On va limiter les déchets, on imprime moins aussi. Seulement quand c'est important, on va plus appuyer sur des QR codes, des choses comme ça à transmettre via les moyens de communication. Éteindre les clims quand on sort d'une salle, c'est tout ça. La lumière aussi, toutes ces petites actions. Et après, lors de nos immersions ou avec nos visiteurs, on va vraiment travailler avec des prestataires qui, eux aussi, sont sensibles à ce genre de démarche. Voilà.
Voilà. Est-ce qu'avec les prestataires ou même avec les personnes que vous recevez, vous transmettez aussi cette mentalité, puisque de toute façon, oui. ce sont des automatismes, comme disait Loana. Oui, c'est ça. En fait, c'est important pour nous de les sensibiliser, d'avoir un respect envers notre environnement et notre culture. Du coup, on va vraiment travailler avec... On apprend déjà à connaître le client pour pouvoir les orienter vers les prestataires. Et puis, l'important pour nous, c'est qu'ils puissent repartir et puis qu'il y ait quelque chose qui est changé en eux. Qu'ils soient sensibilisés. Donc, parfois, ça passe par des ramassages de déchets, mais il y a forcément la rencontre avec les communautés locales où ils apprennent sur le rahoui. Ce sont les enfants qui vont en discuter et donc, c'est sûr qu'ils en ressortent émus et il y a quelque chose qui a été planté. Et je rebondis sur le rahoui, oui. parce que le rahoui a été aussi quelque chose qui indirectement a été vécu pendant la période Covid, et ce que tu relevais tout à l'heure, Timéri. Et donc, du coup, ça a permis de voir comment notre planète a revécu, en fait. On voyait que ça allait beaucoup mieux pour tout le monde. Oui, quand toutes les usines se sont arrêtées, Voilà, et finalement, tout à fait. entre guillemets, on respirait beaucoup mieux. Et donc, tous ces gestes-là, finalement, est-ce que ça correspond au concept à Inuit de RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises? Est-ce que ça correspond un petit peu à toutes ces petites actions? Explique-nous rapidement le concept. Donc la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, qui du coup regroupe tout ce qui est partie économique, bien sûr, environnementale et sociale aussi. Donc souvent parce qu'en fait la RSE c'est le déploiement du développement durable en entreprise ou dans d'autres types d'organisations. Et généralement, développement durable, on va le voir sous la forme de 3 sphères, en fait, où on va avoir un équilibre entre la sphère économique, la sphère environnementale et la sphère sociale. Et aussi, il y a un aspect supplémentaire qui est donc, par rapport aux générations futures, c'est se développer, donc notre génération se développer, mais sans empêcher en fait les générations futures de se développer également. Donc c'est un petit peu ça. J'ai cru comprendre que le RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, a tendance à tendre vers le RSO, donc responsabilité sociétale des organisations, puisque ça regroupe aussi des associations, des administrations, c'est ça? Oui, exactement. C'est justement pour pas laisser ces autres entités-là de côté, parce qu'elles aussi, elles ont leur rôle à jouer dans ce combat-là. Après, peut-être pour rajouter un petit peu des choses à ce qui a déjà été dit sur la mise en place de ces démarches-là en entreprise. Il va y avoir des outils comme tout ce qui est bilan carbone aussi pour identifier un petit peu dans ces activités qu'est-ce qui émet le plus d'équivalent carbone. On va avoir aussi, les entreprises vont pouvoir faire des analyses environnementales de leurs activités pour, dans leur cœur d'activité, qu'est-ce qui a le plus d'impact négatif en fait sur l'environnement. Et réagir en conséquence. Et du coup, mettre en place des actions en face pour justement soit limiter cet impact-là ou soit totalement le faire disparaître, quoi. Mais le fait de limiter ou d'arrêter justement cet impact, Guillaume, est-ce que ça a un coût aussi pour une entreprise? Ça a un coût très cher. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a celles qui sont disposées à payer plus cher parce qu'elles ont cette vision-là. Et il y a celles qui ne sont pas disposées à payer plus cher parce qu'on est toujours dans un souci de marge. Il y a aussi cet effet-là. Une chose est sûre, c'est que quand on est au milieu du Pacifique, sur une île, loin de tous les centres de traitement industriels qui peuvent exister, ça peut devenir très compliqué et très coûteux. Pour te donner un exemple, Pacific a renvoyé en moyenne, on renvoie 2,5 tonnes par an de consommables vides. Donc c'est renvoyé en France pour être reconditionné ou recyclé. L'impact carbone de ces renvois-là, quand on regarde, si ces 2,5 tonnes, elles auraient été enfouies, sinon, ou alors, dans le meilleur des cas, ça peut être réexporté éventuellement vers la Nouvelle-Zélande, mais sans connaître la traçabilité et savoir où ça va. Donc soit c'est enfoui en Nouvelle-Zélande, soit c'est brûlé en Nouvelle-Zélande, soit pire que tout, ça part en Indonésie dans les immenses décharges à ciel ouvert avec les enfants. Nous, on a fait le choix de la traçabilité et l'Europe est très en avance à ce niveau-là. Et la France est très en avance en Europe à ce niveau-là sur tout ce qui va être normé, tout ce qui va être régulé et tout ce qui va être favorisé, le réemploi, tout ce qui va être favorisé, toutes ces démarches-là. Mais ça a un coût. Et par exemple, les marchés publics français
autorise par la loi d'avoir une entreprise qui gagne un marché public alors qu'elle n'est pas forcément la moins chère. Mais c'est parce qu'elle est la plus vertueuse. Et donc, à ce moment-là, on accepte, je crois, la règle, c'est les 20%, on a le droit jusqu'à 20% plus cher. Et donc, on vient favoriser, et en favorisant ces démarches-là, eh bien, c'est tout un écosystème qui se met à favoriser. Donc, ça vient des employés, mais qui ramènent à la maison. Donc après, c'est les amis, c'est autour, c'est les entreprises. Et si tu travailles chez un tel, chez nous, on ne fait pas pareil. Et c'est comme ça qu'on vient polliniser un petit peu tout l'écosystème. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas avoir techniquement un consommable ou une imprimante au même prix que celui qui ne traite pas derrière le déchet. Donc ça, c'est une difficulté, ça peut freiner. Bien sûr que ça Oui, freine bien sûr, complètement. les Ceux qui ne sont pas prêts à sont- payer un peu plus cher, ils ne peuvent pas être clients chez Pacific. Parce que moi, je ne vais pas vendre à perte pour la planète. Bien sûr. Malheureusement, il faut bien aussi Oui, c'est que je une nourrisse Effectivement. mes employés, leurs familles, et ainsi de suite, et nous-mêmes. Par contre, je vais sélectionner mes fournisseurs pour qu'ils soient tous verts, donc fournisseurs internationaux. Ceux qui ne le sont pas, j'essaye de les faire tendre à, sinon on change. Mes prestataires, il faut qu'ils soient dans des démarches aussi vertes. Ça, c'est pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure sur l'entreprise. Et l'idée, c'est de toujours avoir cet objectif de démarche orientée vers la protection de l'environnement. Et Quoi qu'on fasse. je vois que Loana voulait réagir justement. Oui, c'est effectivement l'aspect financier pour... De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Le modèle économique régénératif n'est pas si simple que ça à mettre en place pour les entreprises. De toute manière, à un moment donné, on va devoir renoncer. renoncer à certaines pratiques pour justement tendre vers ce régénératif. Mais ça passe par le soutien des pouvoirs publics à pouvoir homogénéiser, on va dire, aussi peut-être des mesures qui vont inciter aussi les importateurs à revoir leurs copies. Et ce n'est pas que seulement des petites entreprises qui doivent le faire, c'est aussi les grosses. Oui, si on veut effectivement faire quelque chose pour le vivant, il va falloir que tout le monde y mette du Mettre sien. la main à la pâte finalement, oui. Et devoir renoncer peut-être à gagner moins. Oui. Et comment est-ce qu'on peut s'adresser, tiens, je me tourne vers toi Timéry, comment est-ce qu'on peut s'adresser aux autres entreprises qui n'ont pas encore fait le pas vers toutes ces démarches éco-responsables, déjà se convaincre soi-même, puisque c'est un mode de vie, j'ai envie de dire, cette démarche environnementale? Je pense qu'il faut inspirer au travers de ces exemples, de ces actions, juste en accompagnant à des solutions alternatives. Donc, nous, on le fait sans ambition de changer le monde, on le fait sincèrement et avec humilité. Donc, on essaye de vraiment pouvoir accompagner toutes les personnes qui veulent partir dans ce sens pour qu'on puisse, parce qu'à la fin, on est tous concernés. Bien C'est sûr. notre avenir qui en dépend, celui de nos enfants. Donc, c'est dans notre intérêt de modifier tout ce qui a un impact négatif. Puisque de toute façon, comme le disait, en tant qu'être humain, déjà, on est tous pollueurs, mais le but, Arinui, je suppose, c'est de tendre vers la meilleure version de soi-même, en tout cas, quand on parle d'éco-responsabilité. Oui, tout à fait. Après, pour répondre aussi à la question que tu posais, moi je pense qu'il faut... parce qu'on reste tous des êtres humains avec, je pense, un cœur. Et je pense que c'est ce cœur-là, en fait, qu'il faut atteindre. Souvent, pas souvent, mais toujours, dans tout ce qui est certification internationale, environnementale ou par rapport à la RSE, les premiers chapitres, ça va être la gouvernance. En fait, il faut toucher le cœur du gouvernant, de l'entreprise, du directeur, ou de la directrice, pardon. Et après, à partir de là, déployer vraiment toutes les actions au sein de l'entreprise. Et je pense qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège de voir ça de façon compartimentée. C'est-à-dire en se disant, je vais m'occuper que de cette partie-là, par exemple déchets, et puis le reste, on verra. Je pense qu'il faut vraiment avoir le courage de voir les choses de façon vraiment globale. Et que c'est justement à partir de là qu'on va pouvoir, alors je dis pas forcément se faire plus d'argent, mais découvrir justement des économies cachées. Tout à l'heure on parlait de consommer moins d'électricité, de produire moins de déchets. En fait tout ça ce sont des économies mais qu'on n'arrive pas forcément à comprendre au premier abord.
Et puis après, moi, ce que je pense aussi, c'est que ces démarches-là, en fait, c'est aussi être proactif. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça va coûter moins cher d'acheter des choses. On parlait tout à l'heure, en attendant l'émission, de fast fashion. Voilà, ça va coûter moins cher d'acheter des choses produites de façon un peu moins regardante Vertueuse, vis-à-vis de oui. l'environnement et vis-à-vis aussi des hommes. Mais c'est parce que pour moi, on va dire que les dés sont pipés, les règles du jeu sont pas bonnes en fait pour le moment. Et en fait, s'engager dans ces démarches-là, c'est anticiper le moment, parce que je crois que ça va arriver, je le pense sincèrement, Comme on que l'a toutes dit, les réglementations, en fait, elles vont tendre vers un durcissement par rapport aux pratiques environnementales, par rapport aux pratiques sociales. Et en fait, s'engager déjà maintenant, c'est être proactif, quoi. c'est un mode de vie qu'on vous invite à adopter dans votre entreprise si ce n'est pas encore fait et à l'améliorer si c'est déjà le cas. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être Merci. intervenus dans cette Merci. émission. Faitoito à vous dans vos efforts au sein de vos entreprises. Vous pouvez y arriver. Nous, on se retrouve les amis à partir de demain 17h. En attendant, bonne soirée sur TNTV. 18h, c'est votre V à Tahiti. Maururi Totatu Farerera. Trahoma Parheana.